On enchaîne tout de suite, on parle des lignes directrices de l'EDPB sur l'interaction entre le DSA et le RGPD avec mon invité Robin Nini, avocat senior chez Auguste Debouzy. Robin Nini, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va faire le point ensemble sur les lignes directrices de l'EDPB, sur l'interaction entre DSA et RGPD. Tout d'abord, les régulations numériques se multiplient en Europe, RGPD, DSA, DMA. Et avant d'entrer dans le détail de ces lignes directrices, vous pouvez nous expliquer un peu comment les institutions européennes essayent de coordonner ces différents textes, de les harmoniser? Écoutez, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, c'est un sujet intéressant parce que sur les dernières années, il y a eu un vrai plan numérique au sein de l'Union européenne avec une multiplication de différentes régulations qui n'ont pas nécessairement le même objet, mais qui peuvent parfois s'entrechoquer, si on peut dire. Et pour les harmoniser entre elles, il y a deux manières de faire. Il y a d'une part ces lignes directrices qui sont de la soft law, finalement, d'interprétation de ces textes. Alors après, il y a une chose sur ces lignes directrices, celles-ci particulières, c'est qu'elles ont été rédigées par l'EDPB, donc le Comité européen de protection des données, qui est spécialisé, expert sur les questions de la protection des données, donc qui va venir interpréter le DSA à la lumière du RGPD. À la différence, par exemple, très récemment, au début octobre, il y a eu une publication des lignes directrices sur justement l'interaction entre le DMA et le RGPD, mais cette fois-ci coécrite par le DPB et par la Commission européenne. Donc on a vraiment une ligne directrice qui va beaucoup plus aller dans le sens de caler ces deux textes l'un avec l'autre, tandis que ces lignes directrices dont on parle aujourd'hui sont vraiment sur comment le RGPD va être amené à s'appliquer aux fournisseurs de services numériques. Mais ces textes de soft law sont quand même importants puisque ça offre un peu des grilles de lecture, un peu des textes qui sont parfois difficiles à interpréter, c'est ça, non? Exactement, c'est exactement ça. C'est surtout de comprendre à quel moment on a des obligations, et on va en parler sur certaines, à quel moment on a des obligations complémentaires, successives, comment il faut faire attention à appliquer les deux textes en même temps sur des sujets. Et aussi, sur la première question, l'Union européenne a aussi conscience de cette multiplication des réglementations, pas nécessairement que sur le numérique. Et en 2024, elle a déjà appelé à un projet 2024-2029 de simplification de la loi européenne où le paquet digital, surtout data, tout relatif aux données, va être amené à être simplifié. Alors, on ne sait pas encore comment ça va être fait, mais il y a une vraie conscience en termes non plus de soft law maintenant, mais vraiment de réglementation pure et dure, d'essayer d'assurer une cohérence entre toutes celles-ci et la réduire au plus que possible pour éviter un millefeuille législatif à ce sujet. Alors, parmi les sujets de ces lignes directrices, il y a les dark patterns, même s'il n'y a pas énormément de choses dans ces lignes directrices. Néanmoins, pourquoi ces dark patterns qui sont donc dans ces lignes directrices sont aujourd'hui un sujet important qui revient régulièrement? Alors c'est important, si je peux revenir quelques secondes sur le principe des dark patterns ou schéma sombre en français, c'est tout ce qui va être réalisé par une plateforme, enfin par un acteur du numérique, pour inciter un utilisateur par un design trompeur, par une manipulation de l'esprit, à lui faire prendre une décision qu'il n'aurait pas nécessairement prise s'il n'avait pas eu cette manipulation. Pour résumer, on va le guider dans ses choix? Exactement. Par exemple, on a ce qui est pour le RGPD, ce qui a été un peu connu, c'est par exemple les cookies. On avait avant des bannières avec un gros bouton accepter, le bouton refuser, il était un peu caché, ou le bouton accepter dans une couleur plus attrayante que le refuser. Donc en fait, à l'œil, on va aller tout de suite cliquer sur le bouton accepter, ce qu'on n'aurait pas nécessairement fait si on n'avait pas eu cette manipulation. Et en fait, elles sont importantes parce que le RGPD, justement, traitait des dark patterns, mais dans une approche, n'avait pas de disposition spécifique aux dark patterns. C'est interdit quand ça implique le traitement de données, parce que c'est une atteinte à la loyauté d'un traitement. Tandis que le DSA va venir beaucoup plus directement dire les dark patterns, la manipulation d'une plateforme dans le but de faire prendre un choix à un utilisateur qu'il n'aurait pas fait naturellement, sont interdites. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le DSA va interdire les dark patterns sur les plateformes, mais va dire que le DSA n'a pas vocation à s'appliquer aux dark patterns qui relèvent du RGPD. Donc en fait, le travail de ces lignes directrices va être justement de dire comment on détermine les dark patterns qui vont relever du DSA, les dark patterns qui vont relever du RGPD. Et en fait, la question sous-jacente, c'est qui a la responsabilité du contrôle, la CNIL ou une autre autorité.
Et notamment, le DPB va aller dans ce sens en disant qu'il faut voir si le dark patterns est fondé sur la protection des données, sur des données personnelles de la personne, ou si le choix qu'on veut lui faire faire a une conséquence sur ces données. Je donne un exemple très rapide ce que le DPB donne. C'est si, par exemple, je vous mets une page pop-up qui s'ouvre et qui va dire « Achetez tout de suite ce produit, il n'en reste plus que 10 en stock », ne relève du DSA, tandis qu'un même pop-up qui vous dira « Attention, il en reste 10 en stock, mettez votre adresse email pour avoir le lien d'accès à la vente », va être en fait l'objectif va être de récupérer l'adresse email pour alimenter une base de prospection, et bien là, ça va rentrer dans le cadre du RGPD. Alors, autre sujet important dans ces lignes directrices, la publicité ciblée et le profilage. Et bien là, c'est intéressant justement sur ce qu'on disait sur les interactions entre ces deux réglementations, où parfois, il n'y a pas nécessairement de contradiction, mais il y a une attention particulière pour les professionnels sur, quand je fais de la publicité, parce que c'est quand même le cœur de réacteur des services numériques, quelles obligations s'appliquent à moi? Et en fait, on voit, les lignes directrices se rappellent bien, il faut à la fois regarder le DSA et le RGPD, notamment en fait sur des obligations de transparence de premier abord, parce que le RGPD a une obligation d'information pour le traitement de données de manière générale, qui arrive avant le traitement, tandis que le DSA a une obligation d'information spécifique à la publicité. On doit informer notamment des paramètres retenus par la publicité, comment elle a été présentée, pourquoi cette publicité, comment arrêter ce ciblage très spécifique. Et du coup, le DPB le rappelle, quand vous faites ça, faites attention. Il y en a deux. C'est pas, l'une ne vient pas remplacer l'autre. Il y en a deux qui s'appliquent l'une à côté de l'autre. Alors, les lignes directrices évoquent également les mesures volontaires de filtrage par les plateformes. Concrètement, qu'est-ce qu'elles disent sur ce sujet? Alors, ce qu'elles disent, c'est intéressant parce que justement, donc, les mesures volontaires de filtrage, c'est une évolution du DSA alors, qui consacre un principe jurisprudentiel qui est de dire que les plateformes qui ont normalement une exemption de responsabilité du contenu qui est publié sur eux, sur leur service, ne vont pas perdre cette exemption si elles mettent d'elles-mêmes des mesures de filtrage préventives pour les inciter en fait à faire ce travail préalable sans leur dire vous avez juste à attendre qu'un contenu vous soit signalé et l'enlever. Et en fait, ce qui est intéressant en termes de traitement des données, c'est que ce filtrage, il peut être basé sur des traitements de données, notamment à la fois pour entraîner le modèle de filtrage lorsqu'il est automatisé. On va lui faire collecter des données personnelles assez en masse, un peu comme le principe d'un LLM, où il va s'entraîner sur ces données personnelles pour identifier quel contenu doit être filtré ou pas filtré. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si cette mesure de filtrage va amener à supprimer un contenu, si tout le process est automatisé, finalement, on rentre dans le cadre du RGPD potentiellement, dans l'interdiction des prises de décision automatisées, des prises de décision automatisées qui ont une conséquence pour l'utilisateur. Donc en fait, peut-être que le fait de supprimer un contenu, supprimer un produit d'une place de marché, qui est en fait le cœur d'activité de la personne, si ce retrait est effectué sur la base d'une mesure préventive totalement automatisée, on va peut-être aussi rentrer dans le cadre du RGPD qui va venir s'ajouter justement au DSA et ces mesures préventives. On voit tout l'intérêt de ces lignes directrices. On va conclure là-dessus. Merci Robin Nini. Je rappelle que vous êtes avocat senior chez Auguste Debouzy. Merci beaucoup. C'est le moment de conclure cette émission. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. En premier lieu, Stéphanie, également Saïd au son et Angèle à la réalisation. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés. À demain.